Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de l'Atelier culturel, une émission enregistrée ici au Media Lab de l'Université catholique de Lille et organisée avec la FLSH, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Excusez ma dégaine là, mais je viens de faire 40 minutes de vélo juste avant d'arriver pour enregistrer l'émission. Ça tombe plutôt bien, c'est vrai d'ailleurs, hein, je viens d'arriver en vélo. Ouais, mais c'est le cas de le dire parce qu'aujourd'hui on va parler de littérature et sport. Alors effectivement, littérature et sport, a priori, c'est deux domaines de discipline qui ne se croisent pas régulièrement, ou en tout cas, dans l'opinion publique, on les oppose plutôt. D'un côté, disons, l'esprit, voilà, la littérature, c'est l'esprit, c'est l'art, c'est la culture, c'est la réflexion. De l'autre, c'est le sport, c'est plutôt physique, c'est le corps, c'est d'autres contraintes, d'autres disciplines. On oppose souvent littérature et sport, mais aujourd'hui, on va essayer au contraire de les rapprocher. Et il ne faudrait pas oublier effectivement que parmi les écrivains, il y a eu des grands sportifs. Et parmi les sportifs, il y a eu quelques grands écrivains. Donc on va essayer de parler notamment de ça. Alors je suis très heureux, aujourd'hui j'ai deux chroniqueurs de talent, sportifs aussi, et qui ont également travaillé sur le sport, réfléchi sur le sport. Maxence et Edouard, bonjour. Bonjour. Bonjour Alyosha. Comment allez-vous messieurs? Très bien, merci. Très bien et très heureux d'être ici. Eh ben, écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Maxence? Moi je vais vous parler sur les origines du football, le sport le plus populaire du monde. Donc quelles sont les origines, d'où ça vient et quand est-ce que ça arrive en France? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et oui, effectivement, le sport et le foot en particulier, un grand sport populaire. Je rappelle que vous avez travaillé d'ailleurs sur ce thème, la professionnalisation du football en France dans les années 30. Ouais. Vous avez fait votre mémoire sur ce thème. Ouais. Donc très intéressant d'avoir un spécialiste parmi nous. Edouard, de votre côté, quel sera votre thème? Alors moi je vais faire le parallèle entre le sport et les valeurs que le sport va donner, et notamment trois valeurs. Je vais parler de la solidarité, du dépassement de soi et du courage. Donc je vais faire le parallèle avec beaucoup d'exemples. Vous verrez ça dans un instant. Voilà, donc des valeurs qui sont très fédératrices et qui sont justement aussi, on peut dire, philosophiques, voire littéraires. Donc on retrouvera notre thème à cette occasion. Moi de mon côté, je vais effectivement aborder cette émission par un exemple justement de sportif, d'écrivain en essayant de croiser ces thèmes. Et j'ai ramené mon couvre-chef. Je vois ça. Voilà. Et le couvre-chef signifie que nous rendrons hommage à une personnalité du monde du sport qui a disparu récemment. Je pense que tout le monde sait à qui on pense. Mais voilà, en fin d'émission, on aura l'occasion de savoir de qui on va parler, un grand sportif et un grand footballeur. Surtout. Ouais. Qui nous a quittés. Donc je pense que tout le monde sait, et le public, en tout cas ceux qui nous regardent, savent aussi quelle est la grande personnalité dont on va parler. Alors voilà un petit peu ce programme, ce thème de l'émission aujourd'hui. Cette émission est d'ailleurs réalisée par David Frémy, assisté de Laurent Godin et de Camille Tombré. Donc bienvenue à tous et nous allons commencer cette émission. Ah oui, juste avant de commencer, j'ai une annonce, peut-être une affaire qui peut intéresser les gens. Si vous avez un petit peu d'argent en ce moment, il y a un club de football qu'on peut racheter, je pense, parce que il n'est pas très cher en ce moment. C'est le PSG. Hein. Je pense que là en ce moment, il faut investir, il faut y aller, les amis. Il faut foncer. Il faut y aller parce que voilà, la remontada au Camp Nou face au Barça. Le naufrage du. Ce n'est plus Paris magique, c'est Paris est tragique. Voilà, donc un petit commentaire là-dessus en plus. Inqualifiable, comme l'a titré l'équipe ce matin. Inqualifiable, voilà. Très beau match. Là, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Voilà, l'histoire de la Coupe des... pareil. Et je pense que de toute façon, une seule équipe était capable de faire ça, c'est le Barça, avec leur attaque de feu, la possession. C'était un match vraiment incroyable jusqu'au bout du suspense. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de frissons, enfin personnellement, sur un match de foot. Une remontée extraordinaire, c'était un match, on est tombé dans l'irrationnel hier. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai, ça c'est quand même ce qui arrive dans le sport, ça vaudrait le coup d'en parler, parce que voilà, les catastrophes ou les miracles dans le sport, c'est possible. Là, effectivement, on a plutôt assisté au Titanic sportif. On rappelle le score peut-être 6-1. Après quand même un match aller de 4-0 qui est quand même incroyable. Donc effectivement, dans l'histoire de cette coupe, ça n'est jamais arrivé. Donc je pense qu'on est dans l'actualité en tout cas du sport. Donc voilà, bienvenue pour cette émission. Alors on va commencer effectivement pour rappeler un petit peu peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est de dire que le sport d'une certaine façon a toujours été lié paradoxalement à la philosophie, à la littérature, contrairement à ce qu'on pense. Et on peut rappeler qu'aux origines grecques de la pensée, de la philosophie, le berceau de la démocratie européenne en Grèce, à Athènes, le sport est effectivement été enseigné comme une vertu, comme une qualité humaine essentielle. Ça faisait partie de la formation des jeunes hommes dans leur éducation, et dans leur éducation autant intellectuelle, artistique que sportive. Physique, Voilà, je me permets de citer La République de Platon, où Socrate, quand même le grand philosophe, dit « Après la musique et la poésie, c'est par la gymnastique qu'il faut former les jeunes gens ». Alors voilà, on est effectivement musique, poésie, gymnastique, ce sont les arts, ce sont les disciplines classiques. D'ailleurs, en parlant de ça, il me semble que Sartre a fait de la boxe.
Très bonne remarque. Alors effectivement, dans toute l'histoire de la philosophie, on a que de temps en temps quelques écrivains philosophes qui ont pratiqué le sport. Alors Sartre, effectivement, qui était dans le rapport de la boxe, qui en parle d'ailleurs dans quelques-uns de ses livres sur le duel, l'affrontement, le combat. Sur le ring. Voilà, lui-même était un peu une sorte de philosophe boxeur parce qu'il aimait bien affronter aussi ses adversaires dans des joutes et dans des duels. Alors lui, à l'oral. Littéraire. Sur scène littéraire, absolument, mais contre Raymond Aron, contre d'autres. Voilà, la boxe était un peu une métaphore aussi du combat philosophique. C'est ça. D'autres exemples peut-être? Vous avez d'autres... Alors là, la professionnalisation du football, c'est plus du côté de Maxence. Non, après, il y a Murakami qui était marathonien aussi. Oui, effectivement. Donc, de manière internationale, on trouve forcément aussi d'autres marathoniens. Un autre exemple aussi intéressant, c'est Camus, Albert Camus. Est-ce que vous saviez qu'il était un grand sportif? Alors, contrairement à Sartre, mais on voit que c'est quand même leur philosophie. Sartre, c'est un sport individuel. Et c'est aussi un philosophe un peu individualiste. Camus. Collectif, c'était un sport collectif. Forcément, voilà, mais vous avez raison. Lui qui aimait beaucoup le journalisme, partageait ça avec justement tous les gens de la hiérarchie du métier. Il était très très solidaire et lui, il était gardien de but. D'accord. Dans sa jeunesse. Donc dans le football aussi. Dans le football, et franchement, c'était une vraie passion pour lui. Il a failli de même. Il voulait en faire son métier. Il venait de quartiers populaires d'Alger, vraiment dans les gardiens de foot, dans le foot de rue, quoi. Vraiment. Foot de rue. Et il aimait bien ça. C'est là qu'on forme les meilleurs joueurs aussi. Ouais, remarquez, c'est vrai. Au Brésil. Regardez les Brésiliens. Les favelas, où sont les places. D'autres exemples, alors Jean Giraudoux par exemple, alors lui c'est, moins peut-être on s'en souvient moins que Sartre et Camus aujourd'hui, mais c'était un dramaturge important dans les années 30, un peu de la même génération justement que Sartre et Camus. Sa pièce de théâtre la plus connue, c'est La guerre de Troie n'aura pas lieu, on l'étudie parfois encore au lycée, et lui il avait même en 1935 battu le record d'athlétisme sur 400 mètres. Donc évidemment on a retenu dans l'histoire, il avait été très sportif. Donc ça c'est intéressant. On a même une association, ça existe en France, l'association des écrivains sportifs. Ah oui. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement entre athlètes et écrivains, il y a des rapports qui sont intéressants. Et je cite un livre, alors dans le contemporain, là on laisse un peu Sartre, Camus, les années 30-40, c'est Jean Echenoz, qui est un écrivain aujourd'hui assez important dans le panorama littéraire français. Et il a écrit un livre lui, qui s'appelle Courir. Et où justement, ça va rejoindre sans doute votre chronique, Édouard, sur justement le dépassement de soi, le rapport entre la course, qui est aujourd'hui très populaire, non? La course, tout le monde en fait. Oui, l'athlétisme de manière générale. C'est le sport le plus facile à pratiquer. C'est vrai? Ah oui, la course. Oh, peut-être pas. Non, mais dans le sens où tout le monde peut. C'est vrai. Il n'y a pas besoin d'une formation préalable. C'est vrai. De structure particulière. Oui, non, mais c'est important, effectivement, les sports, ça fait partie des sports populaires, alors on peut dire ça, non? Bon, oui, je pense. Je pense peut-être moins que le football, mais ça fait partie des sports la populaires. course, en tout cas individuelle. Alors justement, j'ai un livre ici à vous présenter. C'est original parce qu'on ne croise pas forcément le cas. Alors Jean Echenoz n'est pas sportif, il a écrit sur la course. Mais là, on a un livre qui vient de sortir de Denis Grosdanovic, qui est en fait... Alors c'est un livre très intéressant. On n'a pas besoin de savoir qu'il a été sportif ou qu'il a une passion pour le sport. Bon, le génie de la bêtise, c'est un livre sur les différentes... disons, il traite de la stupidité, de l'imbécilité, de thèmes comme ça, de l'idiotie dans la société. Et il prend des exemples comme Sartre, justement, qui avait écrit un livre qui s'appelle L'idiot de la famille. Et il parle, par exemple, du Dîner de cons aussi, le film de Francis Weber, etc. Donc un peu sur la manière dont on prend parfois les gens pour des imbéciles, alors que parfois il y a des experts, les grands spécialistes dans la société, experts économie, dans les médias, les gens qui donnent des leçons, parfois devraient aussi être un peu plus humbles et un petit peu plus modestes. Déjà, j'aime beaucoup le titre. Mais ouais, c'est parce que ça, au contraire, il revalorise les gens qui ont de la spontanéité, de la naïveté, et il prend un exemple de cinéma, Monsieur Hulot, je ne sais pas si vous voyez un peu... alors c'est des vieux films, c'est un personnage c'est Jacques Tati qui faisait des films avec c'est des sortes de sketchs en fait. Donc un type qui avec sa pipe, qui promène son chien, et puis c'est comme Charlie Chaplin finalement, qui se prend des gaffes, qui tombe, etc. Et c'est l'humour quoi finalement. Il faudrait retrouver un peu aussi dans notre société le sens de l'humour et arrêter de se prendre parfois trop au sérieux, non? C'est vrai, Voilà, on est aussi en période présidentielle, donc il faut aussi que voilà, l'humour. Ceci dit, François Hollande n'en manquait pas. Il n'y a pas que lui, les politiciens de manière... Toutes les personnalités sont unanimes là-dessus. C'est quelqu'un qui est très marrant dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai, dans l'intimité, dans la relation. Donc ça, c'est quand même une qualité humaine intéressante, non? C'est vrai. Avoir un peu de recul sur soi, un peu d'humour. Toujours avoir d'humour, ça ne déplaît pas. On souhaite que les Parisiens en ont en ce moment.
Je pense pas. Alors là, je pense pas. Là, ça Mais reste en un tout cas, les sujet, Marseillais- la corde reste sensible. En tout cas, les Marseillais en ont. Les Marseillais en ont. Ouais, mais on peut encore changer de camp. Hein. Vive Marseille. Hein. Il est encore Voilà. possible. Il est Voilà, encore c'est ça. possible. Pour ceux qui n'auraient pas. Je prêche des convaincus. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors, je reviens à Denis Grozanovic, donc, qui a écrit cet essai. Hein, finalement, c'est des réflexions, des citations. Mais il a été en fait un ancien champion de tennis. Il a été champion de France junior. Il a joué avec Jean Borotra, un des grands mousquetaires, etc. Ouais. Il a été champion aussi du jeu de paume et aussi de squash. Donc, c'est vraiment un ancien sportif. Plusieurs fois champion de France. Alors, c'était dans les années 60, 70. Il a été champion de France de 75 à 79. Donc voilà, il a un parcours intéressant et on voit très bien que ceux qui ont été sportifs ont aussi un rapport d'une certaine façon à l'engagement. Quand ils écrivent, c'est pas neutre. Ils ont le goût aussi du combat, de l'effort, de démontrer des choses, de s'investir. Alors Denis Grozanovic, voilà, je conseille son livre parce qu'il est intéressant en soi. Il a été champion de tennis, de squash et de jeu de paume, un sport un petit peu ancien mais qui parfois est un peu remis comme ça à la mode. Et il a été aussi champion d'échecs. Donc il est polyvalent. Polyvalent, c'est intéressant, des personnalités comme ça. Champion, surtout. Ouais, voilà, à tous les plans. Alors l'échec, les jeux d'échecs c'est pas est-ce que c'est un sport ou pas? C'est Un sport pourquoi cérébral, pas, voilà, exactement, c'est ça, exactement, un sport cérébral. Bon, voilà, moi je suis trop long et je vais maintenant vous laisser aussi nous présenter vos chroniques. On va peut-être commencer par les origines du foot, on en a un petit peu parlé. Alors voilà, qu'est-ce que alors moi je suis là pour vous vous présenter les origines. Alors savez-vous vraiment d'où vient le football? Quand est-il arrivé en France? Quelles sont les véritables origines? Alors, pour remonter à la véritable origine, l'ancêtre du football et du rugby, c'est ce qu'on appelle la soule. Je pense que vous connaissez un jeu un peu ancien qui était même très très violent, qui opposait les jeunes de deux villages. Et c'était l'objectif avec un ballon rempli de foin ou d'osier. Et l'objectif était de le mettre dans le camp adverse. Mais bon, il y avait beaucoup de bagarres et c'était très très violent. Donc rapidement, on arrête ce jeu. Bon, cela dit, dans le foot moderne, il y a aussi un peu de temps en temps des rixes, on va dire. Il n'y avait peut-être pas d'arbitre à l'époque aussi. Je pense pas. Vu il y a certains personnes qui sont quand même décédées après ces jeux-là, donc c'était assez violent. Ah oui, donc une violence quand même. Donc ensuite, pour revenir à l'origine, tout de suite, vous pensez à quelle origine pour vous le football? Ça vient d'où? De quel pays selon vous? L'Angleterre, j'aurais dit. C'est vrai, ouais. Anglo-saxon, on pense au rugby, on pense à d'autres traditions, alors peut-être que c'est pas ça finalement. Effectivement, ça vient de l'Angleterre, mais la toute première origine est italienne. C'était à la Renaissance, c'est ce qu'on appelait le calcio. Et alors en fait, là, c'était deux équipes de 25 à 30 joueurs qui s'affrontaient sur un terrain de foot. Et l'objectif était forcément de mettre le ballon dans le portique du camp adverse, mais encore une fois, un peu comme la soule, c'était beaucoup moins violent, mais ça restait violent, il n'y avait pas vraiment de règles. Donc on a rapidement arrêté, et c'est là que l'Angleterre a décidé de développer eux-mêmes ce sport, donc le vrai football. Donc là, en fait, ça va arriver dans les années à peu près 1820, avec William Webb Ellis, qui lui, en fait, avec un ballon entre les mains, il se dirige naturellement vers un poteau, et qui dépose le ballon, et c'est là qu'on prend conscience du football rugby. Donc en 1848, un petit peu après, on va décider en fait de créer ce qu'on appelle les véritables règles d'un football sans les mains. Donc c'est ce qu'on appelle les Cambridge Rules. Donc ça va être décidé au Trinity College à Cambridge. Ah voilà, c'est les universités un petit peu qui disciplinent ce sport. Exactement, parce qu'en fait ça s'est développé dans les public schools, les écoles qui formaient la jeunesse anglaise. Et c'est comme ça qu'on a voulu décider, parce qu'on donnait des ballons en fait aux récréations, et c'est comme ça que le foot a pris de l'ampleur en fait, auprès des jeunes généralement. Et alors en 1857, on a l'arrivée du tout premier club. Est-ce que vous savez un peu quel est selon vous, on voit il y a des clubs anglais, on les connaît, quel est selon vous le tout premier club au monde qui voit le jour? Alors c'est un club anglais déjà. Un club londonien peut-être, sans doute, non, la capitale? Alors Londres, moi j'aurais dit un club. Est-ce qu'il est encore dans le milieu professionnel? Il est encore dans le milieu professionnel, mais il n'est pas au plus haut niveau. Alors moi j'aurais Chelsea, c'est pas Manchester. Non. C'est le Sheffield Football Club. Sheffield. Alors voilà, c'est un peu, ils sont pas en première ligue, voilà, ils sont un peu en retrait maintenant, mais ça a été le tout premier club qui a vu le jour. D'ailleurs, j'ai une photo d'ailleurs qui va apparaître sur les écrans. Donc ces derniers vont jouer un rôle important dans la création de ce qu'on appelle la Football Association, qui va voir le jour le 26 octobre 1863 avec comme premier président Arthur Bemper aussi. Qu'on peut voir sa photo sur les écrans. Premier club professionnel alors? C'est ça, le tout premier club, enfin pas professionnel, le tout premier club qui voit le jour. Officiel. Voilà, le premier club de foot au monde. D'accord. Et donc en Angleterre, le foot devient officiellement professionnel en 1885. Pas facile de jouer avec des moustaches comme ça. C'était assez compliqué. Donc 1885. Alors, on voit que là, ça devient rapidement professionnel, ça va donner l'envie de se développer à plusieurs pays, et notamment à la France. Donc, est-ce que savez-vous, selon vous, quel est le tout premier club français à voir le jour? Moi, j'aurais dit Reims. Marseille. Reims, Marseille, et non, c'est le Havre.
Le Havre Football Club. C'est un port aussi. Voilà, c'est ça. Et ça vient par les mers, c'est Football Club maritime. qui voit le jour en 1872. Donc voilà, le tout premier club français. En 1879, on a le Paris FC, donc le Paris Football Club, qui voit le jour. Et alors, il faut savoir qu'en France, c'est arrivé parce que dès les années 80, lors des voyages linguistiques, en fait, les professeurs d'école revenaient de ces voyages avec des ballons, parce que là-bas, c'était vraiment la mode. Et donc, à toutes les récréations, ils distribuaient ces ballons aux collégiens et lycéens. C'est comme ça que le foot a vraiment pris de l'ampleur en France, parce qu'on a découvert un ballon, c'était le seul jeu qu'on avait en récréation. Et donc, on a commencé à jouer au football. Ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande pas grand-chose, non. Alors par contre, on a eu des débuts assez difficiles avec l'USFCA, donc c'est l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, qui en fait va décider de boycotter le football. Est-ce que vous pensez à une petite raison pourquoi on boycotte le foot en France? Pourquoi on décide d'un coup de refuser ce sport? À cause de la violence peut-être? Ouais, peut-être trop violent. La violence, non. Alors non, en fait c'était à cause on avait peur du professionnalisme, des paris et des transferts. C'est ce qu'en fait, on pense que c'est le pire des défauts anglais. Des questions d'argent, quoi. Voilà, c'est ça. On avait peur de tout ça. Mais en 1894, 14 ans plus tard, bon, on se rend compte que beaucoup de clubs se développent et on va quand même décider de remettre au goût ce sport. Et donc, on va avoir le tout premier championnat en avril-mai 94. Et alors, la toute première division française, c'est une petite info juste pour vous. La toute première division française de football français va être disputée par 9 clubs et ils seront tous parisiens. Apparemment, ça ne leur réussit pas avec le score qu'on a eu, mais il faudra revenir à plus de plus d'équipes parisiennes. Si maintenant je vous dis 1904, est-ce que ça vous fait penser à une date particulière? 1904, est-ce que c'est pas dans l'histoire du football français? Ouais, dans l'histoire du foot. Le premier champion de France. Le premier champion de France, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Alors c'est l'arrivée de l'équipe de France. Ah oui? Voilà, l'équipe de France naît en 1904 et elle va disputer son premier match cette même année face à nos voisins belges. Une petite idée du score? Premier match? Moi, je sais pas, 2-0 pour la France? 2-0 pour la France. Match nul. Et match nul, c'est ça. 3 partout, donc on a pu voir des buts. Je vais me rattraper, Il faudra attendre juste le deuxième match face aux Suisses, où là, on aura la première victoire française. Ouais. Cette même année, en 1904, on va voir la naissance de la FIFA, incontournable aujourd'hui. C'est ce qui permet de favoriser le développement de ce sport dans le monde. Controversé, mais bon, c'est ce qui a permis vraiment l'essence de ce sport. Alors, le premier bilan de l'équipe de France, il n'est pas top. 4 victoires pour 8 défaites. En 1908, c'est le premier bilan qu'on fait. Mais bon, on va voir que dans les années à venir, avec la Coupe du Monde, que cette équipe de France a pu vraiment se développer. Donc, alors pour résumer, en fait, en 1885, les Anglais se professionnalisent. Et en 1932, cette fois-ci, on aura la professionnalisation du football français. Donc on voit quand même l'écart d'années qu'il y a un peu entre les deux. Et je vais terminer par une petite citation d'Éric Cantona que j'ai réduit et que je trouve qui résume plutôt bien les choses. Philosophe, écrivain, voilà, une sorte de troubadour de la... Ouais, c'est ça. Alors il a dit « Les Anglais ont inventé le foot et les Français l'ont organisé ». Alors je trouve que c'est plutôt bien dit, comme on peut le voir avec le jeu qui va suivre tout de suite, un petit jeu. Je vais vous diffuser une photo ou un symbole et vous allez devoir me dire à quoi ça vous fait penser. Alors la première photo, c'est un jeune homme qu'on peut mettre à l'écran, vous allez voir tout de suite. Savez-vous de qui il s'agit? Ah, alors un entraîneur, un organisateur, est-ce que c'est un homme politique? Vous venez de parler de Coupe d'Europe, est-ce que c'est quelqu'un qui a créé une Coupe d'Europe ou une coupe? Il a créé des coupes, il a joué beaucoup dans le football français. Oui. En France? C'est ça, en France, oui. Est-ce que c'est une coupe beaucoup jouée par les jeunes? C'est joué par c'est joué par tout le monde. Enfin, par les meilleurs, surtout. Alors, ce serait pas Monsieur Gambardella? C'est pas Monsieur Gambardella, non. Alors, on a ici Gabriel Hano. Gabriel Hano qui était un très grand joueur de foot français, qui a été aussi un sélectionneur hors pair, journaliste aussi. Et surtout, il a créé en fait le vrai football. Et en fait, il est considéré comme l'inventeur moderne du foot oublié. D'accord. Enfin, l'inventeur oublié du foot moderne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Parce qu'en fait, lui, il a tout simplement créé la Coupe des clubs champions. Ah. Et il a surtout créé le fameux trophée qu'on appelle le Ballon d'Or. D'accord. Voilà, donc c'est un Français qui est à l'origine de ça. Ensuite, le deuxième symbole qu'on peut voir à l'écran. Est-ce que vous savez quelles sont les véritables origines? Vous avez tous les deux reconnu la fameuse coupe. Embrassé et soulevé cette coupe. Moi, j'ai que ce souvenir-là. Qui est derrière cette création? C'est un beau souvenir. Qui a créé ça? Alors, pas du tout. Ça va être un Français, très certainement. Un artiste, en fait? C'est un Français. Pour moi, c'est un artiste, oui, qui a forcément créé ça, oui. Ouais. Non, mais au sens qui a créé l'objet lui-même, non, celui qui a inventé la Coupe du Monde. Ah oui. C'est peut-être un Anglais, non? Non, c'est encore une fois un Français. Ah bah décidément, Cocorico. Exactement, Jules Rimet. Alors qu'il était... Que serait le foot aujourd'hui sans nous? Alors il a été président de la FIFA. Et alors lui, il va créer ça. Ça va être en 1928, la création de la Coupe du Monde. La toute première Coupe du Monde va se dérouler en Uruguay.
Et alors le premier vainqueur de cette Coupe du Monde? Bah, c'est forcément un pays d'Amérique latine, non? D'Amérique du Sud. C'est ça. Le Brésil, non? L'organisateur, c'est l'Uruguay qui repart champion. Alors maintenant, ah oui, dernière info, un autre Français a créé une autre coupe, la Coupe d'Europe. C'est Henri Delaunay aussi. Donc voilà, comme Cantona l'a bien résumé, hein, les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé. Alors, bien cette phrase. Autre petite info. C'est vrai, et puis elle est confirmée par tous les événements historiques. C'est ça. Alors en 1932, le football français se professionnalise. Quel est selon vous le tout premier champion de France? Le tout premier champion de France sous statut professionnel? Ça doit pas être un club très, je sais pas, Guingamp. C'est un club du Nord. Un club du Nord. Lens. Lille. Ce n'est pas Lens, c'est Lille. Voilà, c'est l'Olympique Lillois. On peut voir une photo du. Ils ont fait la une forcément à cette époque-là. Ils faisaient la une de l'illustré, comme on dit. Alors on peut voir la photo qui va apparaître à l'écran de l'Olympique Lillois qui remporte le premier titre. Et ensuite, les ch'tis à l'honneur. C'est ça. Et alors qui remporte la toute première Coupe de France? Alors, encore une fois, petite info, c'est une finale 100% inédite parce que c'est 100% nordiste. Ah. Comme quoi, hein, il représentait bien cette première année sous statut professionnel. Hein. Ouais. 100% nordiste. Lille-Lens alors. Soyons encore Lille, non? Et non, c'est à Roubaix, 100% Roubaix. C'était le Excelsior Roubaix contre le RC Roubaix. Ah bon? Et le vainqueur, l'Excelsior de Roubaix, sur le score de 3-1. D'accord. Voilà pour toutes ces infos. Merci beaucoup, hein, ça nous replonge effectivement dans l'histoire. Il y aura donc dans les années 2000 à venir, là, en tout cas, des célébrations sur tous ces événements centenaires, hein, finalement. Toutes ces créations qui vont être centenaires dans peu de temps. Exactement. Ouais. Alors merci Édouard. Alors on va parler des valeurs justement, au-delà du foot, mais des valeurs en général du sport. Vous en avez choisi 3. C'est ça, j'en ai choisi 3. Mais alors tout d'abord, on sait que le sport, c'est apprendre forcément des règles de vie collective. C'est aussi c'est se socialiser quelque part aussi, le sport. C'est également un fer de lance pour promouvoir un petit peu la participation des femmes, le sport. C'est une mixité des genres. Mais moi, je vous ai sélectionné 3 valeurs. Donc la première, je vais parler de la solidarité. Alors la solidarité, il faut savoir qu'en France, il y a certaines fédérations qui ont le club label solidaire, le label club solidaire, pardon. C'est-à-dire qu'il y a certains clubs qui doivent faire des actions sociales un peu partout pendant l'année. Et notamment un club qui s'appelle le club de Colombes, où ce club de foot va à chaque but marqué reverser 5 € à l'association qui s'appelle Sport sans frontières, donc une des actions sociales. Après, concernant la solidarité, je vais venir sur un événement un peu plus majeur. Malheureusement, la France, en novembre 2015, a été touchée par des terribles attentats. Et le 17 novembre, la France se déplaçait en Angleterre pour jouer un match amical de football. Et là, les Anglais vont montrer une preuve de solidarité énorme envers notre pays, où ils vont tout simplement chanter à l'unisson la Marseillaise. C'est-à-dire que sur les écrans géants, on va pouvoir voir les paroles de la Marseillaise et tout le COP anglais va magnifiquement brandir avec des petites pancartes le drapeau de l'équipe de France. Donc un très bel hommage. Hein. C'était notamment Richard Scudamore, qui est le président de la Première Ligue en Angleterre, qui va être à l'origine un petit peu de cette idée. Donc voilà pour une première idée de solidarité. Alors par contre... Je me souviens que les attentats concernaient aussi notamment le Stade de France. Le Stade de France parce qu'il y a eu une bombe qui a été entendue pendant un match de foot de l'équipe de France. Quand on voit les images, c'est assez impressionnant. Les joueurs de foot, c'est Patrice Evra qu'on voit surtout à l'image. Et puis d'un coup, on sent une peur panique qui s'installe. Voilà. Alors le seul souci... le sport peut transcender ensuite après ces scènes tragiques. Voilà, exactement. Le seul souci, c'est que vous allez peut-être me dire, mais il y a certaines idées reçues qui vont dire que le football ou le sport de manière générale ne peut pas être solidaire par l'élimination, la compétition. Eh ben, je citerai tout simplement Nelson Mandela qui, dans une phrase, il a dit tout simplement que le football, aussi bien le rugby et le cricket et les autres sports collectifs, il a le pouvoir de guérir des blessures. Donc voilà, c'est un petit peu une citation que je voulais mettre en avant pour dire que le sport, ça permettait aussi comme il le dit, de guérir des blessures. Donc après la solidarité, peut-être une autre valeur? Oui, alors je vais vous parler du dépassement de soi, forcément une des valeurs. Le sport va permettre le dépassement de soi, de travailler son mental, etc. Alors dépassement de soi, je vous ai pris 3 exemples assez concrets. Donc le premier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en juin dernier. Quel événement il y avait en France en juillet dernier? L'Euro 2016. Ah, exactement, alors l'Euro 2016. On ne peut pas oublier ça. En parlant de dépassement de soi, est-ce que un événement, un pays vous vient à l'idée? L'Islande. Exactement. Alors j'allais venir sur l'Islande. Magnifique découverte. En parlant de l'Islande, qui dépasse le sport là, ça devient quelque chose d'assez incroyable. Là, ça dépasse totalement le sport. Mais justement, en parlant de l'Islande, leur entraîneur, Al Grimson, est-ce que vous connaissez sa particularité?
à cet entraîneur. Généralement, les joueurs islandais ou sélections islandaises, ils sont pas professionnels de foot. Enfin, ils ont un autre métier à côté. Alors c'est ça qui est complètement fou. La quasi-totalité. C'est que Emir Hallgrímsson, l'entraîneur de l'Islande, n'est pas coach à l'année. C'est-à-dire que dans la vie civile, il est dentiste. Alors c'est assez hallucinant de se dire que ce dentiste a quand même amené son pays en quart de finale de l'Euro 2016. Donc on va revenir un petit peu. L'Islande s'est qualifiée. Puis dans la salle d'attente, il doit y avoir pas mal de maintenant, je pense qu'il doit y avoir peut-être pas forcément des clients, mais c'est plus des journalistes. Mais justement, rappelons un petit peu le parcours de l'Islande. Donc l'Islande va se qualifier à cet Euro, notamment en empêchant les Pays-Bas de participer à cet Euro. Et dans leur phase de poule, ils vont rencontrer les Portugais, les futurs champions d'Europe, et ils vont faire un match nul. Ils vont sortir de ces phases de poule et rencontrer les Anglais en 8e de finale. On connaît tous la suite, ils vont faire l'exploit et battre les Anglais sur le score de 2-1. Et ensuite, malheureusement, ils seront éliminés, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, par l'équipe de France, où l'équipe de France va gagner 5-2 en quart de finale. Mais c'est ça ce qu'on aime dans le sport, c'est le spectacle, l'exploit, quoi. Quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Et puis, on est gâté en ce moment. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Avec l'Islande, on a pu voir également la ferveur avec le public, parce qu'il y avait 10% de la population islandaise qui était présente au stade pour encourager leur équipe, avec le fameux clapping qui a été repris maintenant. On s'en souvient, même vous, même le public, tous ceux qui nous regardent dans les rues de Lille, etc. C'était incroyable l'ambiance qu'il y avait. Le clapping maintenant est repris même dans tous les clubs, par tous les supporters. L'Irlande aussi qui s'est pas mal dépassé. L'Irlande notamment avec ses supporters. J'en viens à mon deuxième dépassement de soi. On va rester dans le milieu du football. Est-ce que si je vous dis Istanbul en 2005, dans le stade d'Istanbul en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être des conditions difficiles de match. Non, c'était une finale de Ligue des Champions où c'était Liverpool qui rencontrait le grand club de Milan de l'époque. Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce scénario Dites-nous, vous mettez l'eau à la bouche. Alors voilà, le Grand Milan forcément est largement au-dessus. Ils vont mener 3-0 à la mi-temps. Un Barça bis, quoi. On peut se dire que le match est joué, la finale... On remue pas le couteau dans la plaie. Voilà, il faut pas... La finale est faite, ça y est, Milan va remporter cette fameuse Ligue des Champions, notamment avec les gros joueurs de l'époque. Eh bien non, Liverpool va revenir en deuxième mi-temps. C'est un autre Liverpool, on va tomber dans un match irrationnel. Et là, en 6 minutes, Liverpool va revenir à égalité avec des buts de Steven Gerrard, Smither et Xabi Alonso qui vont permettre à Liverpool d'aller jusqu'aux prolongations et au tir au but. Et Liverpool va gagner justement cette fameuse coupe aux grandes oreilles, comme on dit, avec notamment Djibril Cissé, où je reviendrai dans un instant. D'ailleurs, j'ai son bouquin ici, Djibril Cissé. Je reviendrai dans un instant sur son cas. Et je terminerai enfin par les JO 2016 qui ont eu lieu à Rio. Yoann Diniz, est-ce que ça vous dit quelque chose, cet athlète? Oui, course à pied. Exactement, la course à pied. Alors on est aux 50 km de la course à pied des JO 2016 et Yoann Diniz veut la gagner cette course, donc il fait les 30 premiers kilomètres tout seul. Et là arrivent des gros soucis d'intestin où il va devoir s'arrêter pour se soulager malheureusement. Il va continuer tout de même. Voilà. Il va vouloir tout de même continuer la course. Donc là, on est totalement dans le dépassement de soi. Parce qu'il va même s'éponger les cuisses parce qu'il va avoir beaucoup de sang sur ses cuisses. À chaque ravitaillement, il va s'éponger les cuisses. Et au 40e kilomètre, il n'en reste plus que 10. Yoann Diniz va s'effondrer et va être victime d'un malaise. Forcément, les secouristes vont arriver. Et là, il va dire qu'il ne veut pas lâcher et qu'il veut finir tout de même cette course. Alors qu'il ne tient presque plus debout. Il va tenir... Là, on était dans les 40 km, il restait quand même 10 km, c'est quand même pas rien, 10 km. Yoann Diniz va finir cette course et pour montrer son état, il va d'ailleurs, à la fin de cette course, tomber dans les pommes et perdre connaissance. Il va être ensuite emmené à l'hôpital sur une chaise. Ça va être bien triste. Mais Yoann Diniz, d'ailleurs, a dit qu'il a été puisé dans des ressources insoupçonnables et que là, il a puisé dans son mental. Donc on est totalement là, pour le coup, dans le dépassement de soi. Voilà ce que le sport peut procurer. On sait que les athlètes éthiopiens, ivoiriens, sénégalais sont des modèles aussi d'endurance, des marathoniens. Mais attention, dépassement de soi, il faut connaître ses limites. Tout sportif, quel que soit le niveau, amateur, professionnel, a ses limites, il faut les connaître. Les accidents tragiques, malheureusement, ça peut frapper, quoi. Ça peut arriver aussi. Et d'ailleurs, Jean-Louis Etienne, un écrivain qui a écrit un livre qui s'appelle Persévérer. Il a d'ailleurs dit que dans des situations extrêmes, notre corps est capable de franchir des frontières qu'on pensait insurmontables. C'est vrai, mais il faut bien se connaître, bien se préparer. En tout cas, les courses en solitaire, c'est pareil. Le mental joue beaucoup pour les sportifs. Les navigateurs aussi en solitaire. Mais
Je pense tous les sports, hein, de manière générale, on peut puiser dans nos réserves. Et votre dernière valeur alors pour finir? Et alors Alyosha, je finirai par le courage. D'accord. Alors le sport, c'est aussi énormément de courage. Et justement, je parlais de Djibril Cissé et de son livre ici, où il a écrit « Un lion ne meurt jamais ». Alors pourquoi? Parce que Djibril Cissé, il faut savoir qu'il s'est blessé 2 fois, mais 2 grosses blessures. Est-ce que vous vous en rappelez un petit peu de cette blessure? Tibia péroné. Voilà, c'est ça. Alors, il y a eu la première blessure en 2004, hein, quand il était à Liverpool, contre Blackburn. Et là, c'est la jambe gauche qui va être victime d'une double fracture du tibia péroné. Des images choquantes qu'on a pu voir et qu'on peut encore voir. Djibril Cissé va rien lâcher. Et il va revenir sur le terrain. Je veux parler de la Ligue des Champions. Je vais montrer le livre, allez-y. Il parlait de la Ligue des Champions. Eh bien... je vais vous parler de la Ligue des Champions et de Liverpool. Djibril Cissé va finir sa blessure, quand il sera remis sur ses jambes, si je peux dire, et il va participer à cette finale de Ligue des Champions dont je vous ai parlé à Istanbul, et il va marquer un des tirs au but, justement, qui va permettre à Liverpool de remporter cette Coupe d'Europe. Et 2 ans plus tard, Djibril Cissé, on est en 2006, France-Chine, match préliminaire pour se préparer à la Coupe du Monde 2006, et il va se blesser la jambe droite, et là encore une victime d'une fracture du tibia péroné, donc il ne pourra pas participer à la fameuse épopée de l'équipe de France qui va arriver en finale, et malheureusement on pourra avoir un Cissé qui sera lors de la remise des médailles en béquille sur la pelouse. Donc ça c'était pour parler de ce footballeur. Je vais venir à un autre sport, un sport qui a eu lieu d'ailleurs, c'était ce samedi dernier à Londres. C'est un combat de boxe, un combat de boxe entre Tony Bellew et David Haye, 2 boxeurs énormes. Et en fait, David Haye était largement partait vainqueur pour ce combat. Et finalement, c'est Tony Bellew qui va renverser la situation. Et David Haye, au point de ne plus tenir debout, il va tomber 2 fois. Et il va d'ailleurs prendre un KO et il va vouloir à chaque fois se relever. Donc là, on parlait de courage. Là, David Haye a fait preuve énormément de courage. Du surpassement. Voilà, parce qu'il va finir ce combat. Et Tony Bellew, le vainqueur, va ensuite affirmer que il s'était cassé la main aussi au tout début du combat, mais qu'il ne voulait pas lâcher. Et au final, il a gagné ce combat. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission que nous avons enregistrée dans les conditions du direct. Alors, je voudrais juste terminer par un petit hommage, comme je fais à la fin de chaque émission. Rendre hommage évidemment à Raymond Kopa, la première star du football hexagonal, qui a eu un transfert historique à l'époque pour le Real Madrid, qui était vraiment un grand champion, qui est né d'ailleurs dans le Nord. On a parlé souvent aussi du Nord, à Neu-les-Mines, dans le Pas-de-Calais en 1931, et qui est mort il y a effectivement en 3 mars 2017, à l'âge de 85 ans. Vraiment un modèle d'intégrité, un modèle de sport, ça reprend toutes les valeurs. C'est vraiment un croisement entre l'histoire du football, il a marqué l'histoire du football mondial, français et mondial, et il a incarné effectivement jusqu'à aujourd'hui l'effort, les valeurs, etc. Son père était mineur, il a même été mineur quand il était gamin, Raymond Kopa. Et effectivement, il a marqué, je pense qu'il y a Michel Platini d'origine italienne, Zinedine Zidane d'origine algérienne, Raymond Kopa d'origine polonaise. Voilà, c'est ça aussi les valeurs du sport, c'est aussi ça le sport sans frontières. Voilà, merci messieurs. Merci à vous. Merci à tous pour cette émission. À très bientôt.